Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à ce rendez-vous d'information, les titres sommaires de ce journal. Le président de l'Assemblée nationale à la conférence annuelle Renew PAC de l'international bilatéral libéral, un cadre d'échange entre dirigeants politiques libéraux et démocrates d'Afrique, des Caraïbes, d'Europe et du Pacifique sur le renforcement de la coopération bilatérale entre l'Europe et l'Afrique. Et l'Afrique se mobilise pour renforcer la résilience nutritionnelle et la sécurité alimentaire sur le continent. L'année africaine 2022 de la nutrition, organisée par la Côte d'Ivoire en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et ses partenaires techniques et financiers. Cette rencontre réunit des experts en la matière afin de répondre à leurs problématiques. Et alors, on parlera aussi de sécurité alimentaire. On s'interroge sur la pérennité des élevages de volailles en Côte d'Ivoire avec la problématique de la disponibilité des aliments pour les élevages. Le maïs, le soja ou encore la farine de poisson sont en ce moment hors de prix et hors de portée pour une majorité d'aviculteurs. On voit tout cela dans la suite de cette édition. Bienvenue dans ce 23h. Prenons la direction de Marrakech au Maroc, où le président de l'Assemblée nationale participe à la conférence annuelle Renew PAC de l'international libéral, un cadre d'échange entre dirigeants politiques libéraux et démocrates d'Afrique, des Caraïbes, d'Europe et du Pacifique sur le renforcement de la coopération bilatérale entre l'Europe et l'Afrique, un partenariat sur lequel s'est d'ailleurs prononcé le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, suivant ce rapport de Moussa Konaté. La ville de Marrakech au Maroc abrite la conférence annuelle des leaders politiques libéraux d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et d'Europe, Renew PAC. Dans cette salle du musée Mohamed VI pour la civilisation de l'eau, des parlementaires et acteurs politiques venus de plusieurs pays sont réunis pour échanger sur la coopération Europe-Afrique. Il est temps de comprendre pourquoi l'Afrique sollicite sa place autour des grandes tables, autour de la table du G20, autour de la table du Conseil de sécurité. Si on se demande cette place, c'est pas pour être présent, c'est pour qu'on puisse ensemble construire un monde qui est fort, qui répond aux valeurs que nous partageons tous, les valeurs de liberté, de respect des droits humains, des états de droit et surtout, des valeurs de dignité humaine pour laquelle nous sommes tous présents ici. La rencontre se tient après 3 années d'interruption due à la pandémie de Covid-19. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous de la grande famille des libéraux. La délégation est conduite par Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale, partage sa vision d'un nouveau partenariat Afrique-Europe. L'Afrique et l'Europe doivent continuer d'entretenir leur coopération de manière durable et soutenue. La proximité géographique et les liens historiques qui les unissent les y obligent. Dans cette perspective, les principes de respect mutuel, de responsabilité commune et de vision partagée de la gouvernance efficiente des biens publics doivent guider constamment cette coopération. Sur cette base, l'Afrique et l'Europe doivent donner une nouvelle dimension et qualité à leur coopération, notamment en favorisant le principe d'un partenariat gagnant-gagnant, en remplacement de la situation de donateur et bénéficiaire qui aura prévalu pendant des décennies. Changement climatique, immigration, industrialisation, entrepreneuriat jeune, autant de défis à relever pour le continent. Adama Bictogo appelle à plus de dynamisme dans les relations Europe-Afrique. Il est donc important que l'économie africaine puisse donc connaître un nouvel élan. Devant donc ce nouvel ordre économique, géopolitique qui se définit, devant donc ce nouvel ordre économique mondial, l'Afrique a donc besoin aujourd'hui de s'engager dans la voie de l'industrialisation et que l'Europe devienne un marché accessible à l'Afrique et que la communauté financière internationale puisse maintenant, au lieu d'imposer ces normes standards, nées donc des exigences des institutions financières internationales, que cette communauté financière internationale puisse donc épouser les réalités de notre Afrique. La conférence annuelle du Renew PAC à Marrakech est meublée par plusieurs panels sur diverses thématiques, notamment les nouveaux défis énergétiques, l'autonomisation des femmes et des jeunes, la sécurité alimentaire.
Et on le voit bien, cette conférence est une rencontre des leaders politiques du Pacifique, d'Afrique, des Caraïbes et d'Europe. Et pour cette édition, des panels de haut niveau sur diverses thématiques relatives au développement de l'Afrique ont été organisés à Marrakech, au Maroc. Et la Côte d'Ivoire s'est prononcée sur des sujets portant sur les défis énergétiques ou encore sur le développement de l'Afrique par les voix respectives de Thomas Camara, président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale, et du ministre Sidiki Tiemoko Touré. Revenons en Côte d'Ivoire et parlons de nutrition. Une réunion de haut niveau se tiendra ici en Côte d'Ivoire sur le thème de l'année africaine de la nutrition, renforcer la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent. Cette initiative de la Côte d'Ivoire, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et ses partenaires techniques et financiers, rassemble des experts en la matière afin de répondre à la problématique de la sécurité alimentaire sur le continent africain. Nous en parlons davantage avec Jean-Luc Bangbo. Les experts de la nutrition et de la sécurité alimentaire de l'Union africaine sont réunis à Abidjan. Ils réfléchissent aux moyens de réduire considérablement la faim sur le continent. Les résultats de leurs travaux seront transmis aux chefs d'État et de gouvernement lors de la réunion de haut niveau le 8 décembre prochain. Le coût annuel engendre par la sous-nutrition des enfants est plus de 521 milliards de francs CFA, qui correspondent à 1,8 du PIB. Ces chiffres montrent l'importance et l'urgence à mobiliser davantage des efforts de manière multisectorielle pour réduire de manière significative les effets de la sous-nutrition. L'objectif zéro faim passe par la résilience au-delà de laquelle la production locale sur le continent doit correspondre à la consommation locale. Le président de la République, Alassane Ouattara, porte le thème de l'année africaine de la nutrition, renforcer la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire. Nos États se sont engagés, conformément aux orientations de l'Union africaine, pour une nutrition optimale des populations. En effet, nous nous félicitons de la mise en œuvre de programmes de développement à travers des réformes institutionnelles et des politiques publiques efficaces, avec un accroissement des investissements dans les secteurs de la nutrition et de la santé. Plusieurs initiatives ont été mises en place pour des systèmes agroalimentaires efficaces, offrant un accès à des aliments sûrs pour nos populations. Pour la première journée, plusieurs panels sont animés notamment sur l'approche multisectorielle et les investissements dans la nutrition et sur les opportunités de financement et de gouvernance pour améliorer l'état nutritionnel des populations africaines face aux crises. Nous parlons d'éducation. Un projet de mise en situation pratique a fait venir en Côte d'Ivoire 42 étudiants français qui redécouvrent l'agriculture sous nos tropiques. C'est un échange de savoir rendu possible par un partenariat entre l'Institut national de formation professionnelle agricole et les établissements agricoles français. Le reportage de Jean-Luc Bangbo. Ils viennent des lycées agricoles de Vire, Châlons en Champagne et Roche-sur-Yon en France. Ils sont 42 étudiants accompagnés de leurs enseignants qui foulent pour la première fois le sol ivoirien. Un voyage d'études pour s'enrichir de nouvelles expériences et connaissances du monde agricole. Nous, on travaille sur la protection de la nature justement et vous avez des techniques que nous, on n'a pas forcément. Donc c'est très enrichissant. On ne va pas faire ça tous les jours ni tous les ans. Peut-être une des seules fois qu'on fera ça. Donc je trouve ça bien. C'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture lui-même, qui a guidé la délégation française sur le terrain. Une exploitation risicole dans la région de Yamoussoukro. Entre la rizière, l'unité de transformation de riz et la communion avec le monde rural, c'était une véritable immersion dans l'agriculture ivoirienne qui a été vécue par les étudiants. On est toujours en France préoccupé dans nos lycées agricoles de cette relation aux pratiques, au terrain. Ça, je crois que c'est essentiel de maintenir ça. Et je trouve que c'est une richesse que de venir rencontrer ici les jeunes ivoiriens. Oui, nous voulons montrer aux étudiants français que l'agriculture soutient les économies. L'agriculture est à la base de tout ce qui est vie. Et donc, en Côte d'Ivoire, les conditions sont propices, idéales pour une agriculture. Et donc, le cadre, il est aussi adéquat
pour une formation agricole. Expression de la coopération nord-sud et de partage d'expériences dans le domaine agricole qui devrait permettre à la Côte d'Ivoire de répondre aux nombreux défis du secteur. On voit des Français qui viennent en Côte d'Ivoire pour s'inspirer de notre modèle. Que nous aussi, nous y allons pour nous inspirer de leur modèle, mais ça va faire que nous allons apprendre. Et en matière d'agriculture, ils sont très en avance. Nous n'avons pas honte d'apprendre aux côtés des Français l'art de faire de l'agriculture. Et eux non plus. Ils sont venus, malgré nos moyens limités, pour comprendre l'agriculture ivoirienne. Cette visite qui se tient jusqu'au 17 décembre prochain vise notamment à faire le point des activités de coopération avec l'INFPA. Certains de ces étudiants français pourront ainsi faire leur stage dans des exploitations agricoles ivoiriennes. Nous parlons toujours d'agriculture et parlons cette fois précisément d'aviculture pour le dossier de ce journal. Quand la crise de l'aliment menace l'aviculture, en forte hausse depuis quelques années, en vogue donc, la production de volailles fait face en ce moment à une crise récurrente liée à la disponibilité des aliments pour l'élevage. Le maïs, le soja ou encore la farine de poisson sont en ce moment hors de prix ou hors de portée pour une grande majorité des aviculteurs. Un véritable péril qui plane ainsi sur cette activité. Et puis à quelques semaines des fêtes de fin d'année, période de grande consommation de volailles, c'est la grande inquiétude. Jean-Luc Bango a enquêté sur le sujet. On regarde. Dans sa ferme située à la lisière de Bingerville, Ahmed Koné, éleveur de volailles, termine sa tournée d'inspection de ses enclos. Une semaine, le sujet faisait déjà 171 grammes. À l'arrivée, il pesait 40 grammes. D'accord. Et l'aliment, qu'est-ce que tu penses de l'aliment? Moi, on prend depuis le premier jour. Okay. Ils étaient pratiquement à 5 grammes. Aujourd'hui, on se retrouve pratiquement à un sac par jour. C'est-à-dire c'est 1 kilogramme. C'est-à-dire la consommation d'aliments évolue bien. D'accord. Si Ahmed est aussi pointilleux sur le poids et l'alimentation de ses poussins, c'est parce qu'il traverse en ce moment une grosse difficulté. L'aliment, il est disponible, mais il est cher. Il est cher parce que le prix de tous les intrants ont flambé, que ce soit le maïs, que ce soit le soja, que ce soit tous les concentrés, les prémices, tout a flambé. On pouvait produire un poussin comme ça jusqu'à terme à tout au plus 1200, 1300 francs jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une réalité où il faut débourser près de 1800. Conséquence directe de cette situation, la réduction de la production de la ferme. En plein temps, on doit remplir tous les bâtiments. Nous avons 4 bâtiments de 3000. Ça va faire 12 000. Avec la situation mondiale actuelle, c'est un peu compliqué. Pour l'instant, on arrive à produire 3000. Mais pas de quoi affoler Ahmed. Avec la gestion parcimonieuse de l'aliment de ses poussins, il pense être prêt pour la période des fêtes de fin d'année. Est-ce qu'on peut avoir une idée du poids moyen à 10 jours aujourd'hui? En forte hausse depuis quelques années, la production de poulet de chair et de ponte fait face à une crise récurrente, la disponibilité des aliments pour la volaille, notamment le maïs, l'un des composants essentiels dans la préparation des aliments, mais également d'autres composants comme le soja ou la farine de poisson sont hors de portée pour une grande majorité d'aviculteurs. Si nous comparons l'évolution des prix du maïs et du soja depuis environ 1 an et demi, nous sommes passés d'une moyenne de, je dirais, 100 à 135 francs pour le maïs à 300 à 320 francs. Pour le soja, nous sommes passés de pratiquement 300 francs à 430 francs. Donc vous voyez que les deux principaux intrants, donc qui sont le maïs et le soja, ont explosé. À côté de ces intrants, vous avez le son de blé qui représente, après ces deux matières premières, environ 10% d'incorporation dans l'aliment. Le son de blé est passé pratiquement de 100 à 140 francs. À côté de ça, tous les autres prix ont augmenté. Ce qui fait que l'aliment est passé
je dirais, entre de 10 à 12 000 francs le sac à pratiquement 18 000 francs le sac. Le phénomène n'impacte pas que les fermiers. Les revendeurs de ce marché de volailles à Trècheville, l'une des principales destinations des produits de la ferme de Ahmed Collé à Benjerville, font également face à des frais additionnels. Un exemple, j'envoie 600 poulets pour vendre en 2 jours. Par rapport au relancement du marché, les 100 poulets ont fait 4 jours à 1 mois. Il faut que je les nourrisse. Donc je suis obligé d'acheter au moins 1 ou 2 sacs d'aliments pour les donner. Donc ça nous fait encore d'autres dépenses supplémentaires encore. La conséquence est directe pour l'approvisionnement et les prix. Il y a beaucoup d'éleveurs qui n'ont pas assez de moyens, qui ont arrêté de faire l'élevage. Avant, on prenait les poulets en bouche 1800, 1900. Mais aujourd'hui, on est passé à 2000 minimum, sur 2100 francs, 2200. Donc, ce qui veut que nous aussi, sur les marchés, le prix en gros aussi est monté à 2300, maximum 2400. Bon, les revendeurs aussi vendent ça à 3000, 2800. L'ambition du gouvernement d'atteindre une production de 200 000 tonnes de viande et de 3,37 milliards d'unités d'œufs de consommation à l'horizon 2030 serait-elle désormais un vœu pieux avec la hausse des prix des intrants d'élevage? Il n'y aura pas de pénurie de poulets. Nous allons connaître des difficultés parce qu'effectivement, l'activité qui s'est menée de façon régulière sur toute l'année va prendre des contre-coups. Et c'est des contre-coups qui vont exiger l'augmentation des volumes à une certaine période. Donc, de façon globale, nous allons voir une augmentation de la production nationale. Déjà, pour le problème de la crise de l'aliment de volaille, l'État s'est engagé dans un projet qui devrait soulager plus d'un éleveur. Nous avions anticipé dans le plan stratégique deuxième génération, nous avons parlé de créer un réseau de silos pour le stockage de maïs pour un volume total de stockage de 420 000 tonnes. Ce qui va nous permettre donc de faire face à des moments de pénurie et surtout de faire face à la qualité du maïs. Une solution qui viendra s'ajouter à d'autres décisions fortes, comme l'instauration d'un prélèvement compensatoire pour neutraliser les effets des subventions à l'exportation dans les pays d'origine, pour éviter qu'elles ne portent préjudice aux producteurs nationaux. Et voilà, toute pénurie est exclue. Voilà qui rassure pour ces fêtes de fin d'année. Pour une meilleure organisation des fêtières, les éleveurs de la ville de Yamoussoukro s'organisent en coopérative. Ils ont créé une société coopérative, nous dit Sephora Zegui. Les éleveurs de bovins et d'ovins de Yamoussoukro, désormais réunis au sein d'une société coopérative, lors de l'Assemblée générale constitutive de l'organisation, Sidibé Issa est désigné à l'unanimité par ses pairs en qualité de président du conseil d'administration. Dans l'élevage là, c'est pas facile. Donc c'est à cause de ça, on s'est rassemblés pour faire une société coopérative. Que tu sois éleveur, que tu sois commerçant, que tu sois boucher, que tu sois un acteur, il faut prendre en marche cette question d'organisation. Vous êtes là pour travailler, on dit profession, c'est votre travail. Vous devez prendre au sérieux. Et c'est pourquoi nous, on vous encourage. Le directeur régional du ministère des Ressources animales et halieutiques, Kwaku Yao, salue l'initiative de cette organisation pleinement inscrite dans la politique du gouvernement, celle de professionnaliser et de dynamiser le secteur bétail. Il exhorte par ailleurs les éleveurs de Yamoussoukro à œuvrer en synergie pour l'atteinte de l'autosuffisance en matière de protéines animales en Côte d'Ivoire. Pour son mandat de 5 ans, le nouveau président du conseil d'administration de la société coopérative s'engage à emmener les membres de sa coopérative à exercer dans les règles de l'art. Il promet surtout de travailler au rassemblement des éleveurs de Yamoussoukro afin de faciliter la réalisation des objectifs fixés par le gouvernement. Et nous poursuivons avec cette information qui a apporté un ouf de soulagement à toute la communauté suisse en Côte d'Ivoire. Le ressortissant suisse porté disparu depuis samedi dernier, donc samedi 3 décembre, a été retrouvé ce mardi par les forces de l'ordre dans la commune d'Abobo. Le Suisse septuagénaire participait à une randonnée au parc national du Banco. On en sait davantage dans ce reportage de William Kakou et Jean-Marc Djadji. Kurt reprend enfin le contrôle de ses émotions. Porté disparu depuis le samedi dernier, il vient d'être retrouvé par les forces de l'ordre après 4 jours de recherche. Ce ressortissant suisse âgé de 70 ans s'est égaré lors d'une randonnée pédestre
au parc national du Banco, cette réserve de plus de 3000 hectares située en plein cœur du district d'Abidjan. Le préfet de police donne des précisions sur l'intervention. Dès que nous avons eu l'information, sur instruction de M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, nous avons installé une cellule de crise ici même à la forêt du Banco. Et nous avons fait appel à toutes les forces. En plus de cela, on a eu du matériel aérien, appui aérien des forces françaises et d'une brigade cynophile. Et après 2 jours de recherche, nous avons changé de stratégie. Il s'agissait maintenant de patrouiller aux alentours. Et c'est au cours de cette patrouille-là qu'une équipe dirigée par un officier a aperçu le monsieur en dehors du parc. Satisfait, Kurt assure être en bonne santé. C'est entouré des membres de sa famille et des représentants du consulat suisse à Abidjan qu'il remercie les autorités gouvernementales. Je me suis égaré et je pense que après j'ai commencé à aérer un peu de la forêt pendant 4 jours ou 4 nuits. Donc ça va, je me porte bien, comme vous voyez. Et je voulais surtout remercier tout le monde qui s'est mis à ma recherche parce que c'était exceptionnel. Alerté, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a invité les éventuels randonneurs des parcs et réserves à faire preuve de plus de vigilance. À l'ensemble des populations qui viennent faire donc du sport dans le parc, c'est vrai que nos agents donc, de l'EUPL les accueillent, ils les encadrent correctement, mais il faut qu'ils sachent que quand ils viennent faire le sport, il faut qu'ils suivent les instructions qui sont données par nos agents des eaux et forêts qui sont là et qui sont là pour leur sécurité. Notons que cette opération de secours a mobilisé plus de 400 membres issus des forces de police, de gendarmerie et des eaux et forêts. Le pire a été évité. Kurt peut enfin retrouver les siens. Voilà, donc le pire a été évité. Lutte contre la corruption. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Ngolo Coulibaly, a reçu en audience dans son cabinet une importante délégation du réseau interagence de recouvrement des avoirs pour l'Afrique de l'Ouest. On fait le point sur cette rencontre avec Dangui Dangui. Sur les chantiers de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, le réseau interagence de recouvrement des avoirs pour l'Afrique de l'Ouest et la Haute Autorité pour la bonne gouvernance sont en phase et collaborent. En témoigne l'audience que le président de la HABG a accordée récemment dans ses locaux à Cocody au président de ces réseaux à la tête d'une forte délégation. Les objectifs des ARINWA, c'est échanger des informations informelles entre les États membres, en ce qui concerne aussi à la corruption, et donner à notre partenaire, aux autres pays, l'information, changer l'information pour saisir, geler et confisquer tous les produits des criminalités organisées internationales, comme par exemple la corruption. Entre l'enrichissement criminel et la corruption, il y a forcément des liens. Et Madame, avec son réseau, n'a pas voulu travailler en vase clos. La création du réseau interagence de recouvrement des avoirs pour l'Afrique de l'Ouest vise entre autres à faciliter la privation des délinquants des produits de leur activité illicite, un ciblage plus marqué et l'affinement des procédures et processus d'identification, de localisation, de saisie, de confiscation et de gestion des 10 produits. Et nous prenons à présent la direction de Daloa, où l'université Jean-Laurent Guédé a abrité récemment la première édition des Journées scientifiques internationales de la femme chercheur de Côte d'Ivoire. Une journée initiée par l'Association des femmes chercheurs de Côte d'Ivoire. Ces festivités ont pour objectif de valoriser les travaux des scientifiques femmes chercheurs dans l'espace francophone dans le contexte de la pandémie de Covid-19. On en sait plus avec Jean-Marc Djadji. Une soixantaine de communications scientifiques de femmes chercheurs devant une centaine d'étudiants de l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa. La santé de la population, le droit, la paix et la société sont entre autres les thématiques abordées.
Nous sommes à la première édition des Journées scientifiques internationales de la femme chercheur de Côte d'Ivoire. Objectif de ces journées, valoriser leur savoir-faire. La faible représentativité des femmes dans le monde de la recherche qui suscite que les femmes se mettent ensemble pour pouvoir relever les défis. Initié par l'Association des femmes chercheurs de Côte d'Ivoire, AFEC-SI, ce forum d'échange a pour thème « Recherche et développement durable », quelle contribution de la femme chercheur en contexte de Covid-19 ? Le métier de chercheur, c'est un métier qui part aussi des laboratoires, du terrain. Le chemin, certes, est long, mais il est excitant. Et il invite ce chemin à la femme chercheur aussi de prendre sa part pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le prix Atidou Abiba Sanogo de la meilleure communication scientifique est remis à cette occasion à Junias Asseux. Il est institué pour encourager la jeune féminine à s'engager résolument et massivement dans la voie de la recherche scientifique. Et nous gardons le même temps toujours pour ce qui concerne le contexte de la Covid-19. Voyons le point de la situation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Le bilan de cette journée annonce un cas de Covid-19, 2 cas de guérison, aucun cas de décès déploré. À cette date, 7 cas de Covid restent toujours actifs et notez que la campagne vaccinale enregistre 22 14 776 doses de vaccins administrées sur le territoire ivoirien. Parlons de la mise à jour de la liste électorale. L'opération devrait s'achever dans pratiquement 4 jours. Et dans les régions, le parti au pouvoir est au contact des populations pour renforcer le dispositif des agents recenseurs sur place. Les ressortissants de la ville également participent à cette opération. C'est ainsi que le ministre Amadou Coulibaly s'informe auprès des services ouverts pour constituer les dossiers nécessaires pour l'enrôlement sur la liste électorale. Le point de Ami Sissoko. L'une des pièces maîtresses pour l'enrôlement sur la liste électorale reste le certificat de nationalité. Le gouvernement a facilité l'obtention de ce document en organisant une opération spéciale à coût réduit. 1 000 francs seulement pour les frais de dossier. À Korogo, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Coulibaly, était au tribunal de première instance pour voir le dispositif mis en place pour l'établissement de ce document. Les dossiers sont collectés par les centres d'état civil, à savoir les mairies et les sous-préfectures, qui viennent avec les lots. Nous avons déjà fait sortir 8000 certificats. L'opération elle est pour 2 semaines. Si on peut mettre encore 1 semaine là-dessus, on va nous arranger tous. Le ministre Amadou Coulibaly a félicité les responsables du tribunal de première instance de Korogo pour les dispositions prises en vue du succès de l'opération d'enrôlement sur la liste électorale. Tous les services ont été mis à contribution, tous les juges ont été mis à contribution afin de faciliter donc l'obtention de ce document. C'est le lieu de lancer un appel donc à tous les citoyens, à tous les nouveaux majeurs essentiellement, puisque c'est eux qui sont concernés, de venir donc se faire établir ce document. À terme, ce sont plus de 30 000 certificats de nationalité qui seront établis par le tribunal de première instance de Korogo. Cette 5e opération de révision de la liste électorale vise l'inscription de plus de 60 000 nouveaux majeurs dans le Poro. Et toujours sur le même thème, dans la région du Haut-Sassandra, les actions des militants du RHDP sont boostées par le ministre Mamadou Touré, qui a offert motos et ordinateurs à ses militants pour booster les actions de sensibilisation auprès des populations pour plus d'enregistrement sur la liste électorale. Jean-Marc Djadji. 20 motos et 20 ordinateurs. C'est le don de Mamadou Touré, superviseur principal de l'opération de la révision de la liste électorale pour le compte du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, aux 16 secrétariats départementaux et à l'administration centrale du Haut-Sassandra. Un geste
pour donner un coup d'accélérateur au processus dans cette localité. Le matériel facilite le travail aux administrateurs et aux délégués du secteur. Donc moi je lui dis merci pour l'acte qu'il vient de poser. Le ministre a bien voulu mettre à la disposition des 16 départements de la région des motos et des ordinateurs afin qu'on puisse consolider donc tout ce travail qui est en train d'être élaboré sur le terrain. Le secrétaire départemental RHDP de Daloa sous-préfecture, Antoine Nizako, représentant le donateur, n'a pas manqué de relever l'importance de ce don. Nous avons été agréablement surpris. On lui dit merci pour sa participation à l'essor du Haut-Sassandra. Et nous sommes vraiment comblés d'avoir un ministre de sa trempe, jeune, dynamique et un homme d'avenir. Débuté le 19 novembre sur l'ensemble du territoire national et le 24 novembre à l'étranger pour les Ivoiriens de la diaspora, la révision de la liste électorale prend fin le 10 décembre prochain. Les bâtisseurs de la Côte d'Ivoire nouvelle, distingués par le mouvement 2 millions de femmes battantes pour ados. Ces femmes ont distingué 18 personnalités au cours d'un dîner-gala dans la commune du Plateau. L'événement a eu lieu le 25 novembre dernier. Ces personnalités ont travaillé aux côtés du chef de l'État pour la bonne marche des concepts de l'émergence et de la Côte d'Ivoire solidaire. On en sait plus dans ce reportage de Laure Goretti, commenté par Jean-Marc Djadji. Le mouvement 2 millions de femmes battantes pour ados distingue des personnalités. Ces chefs d'entreprise et hommes politiques travaillent pour la bonne marche du concept de l'émergence et de la Côte d'Ivoire solidaire. 2 millions de femmes battantes pour le président Alassane Ouattara. Mais en relief, ces personnalités qui accompagnent le président Ouattara dans le développement de notre pays. C'est vraiment leur rendre hommage pour qu'elles continuent d'aller dans ce sens. Comme ça, d'autres personnes seront motivées pour continuer le travail pour lequel le président Ouattara les a nommés. Au nombre de 18, les récipiendaires se sont dit honorés. J'imagine un peu vraiment le travail de fourmi que fait cette organisation pour dénicher certainement des militants qui ont travaillé, qui ont bataillé dur auprès du président. C'est avec une grande fierté que je reçois ces prix. Parce qu'il y a très longtemps que nous avons choisi de nous battre auprès du président Ouattara. Ça nous donne encore beaucoup plus de force d'ailleurs pour accompagner. Par cette distinction, la présidente du mouvement, Diabaté Koni Maïmouna, encourage ses bâtisseurs engagés pour les idéaux du président Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire nouvelle. On a distingué aujourd'hui, vraiment en leur disant merci, vraiment de toujours être fidèles, loyaux, vraiment d'être des travailleurs infatigables, des hommes vraiment bien, vraiment méritants aux côtés du président de la République pour une Côte d'Ivoire debout. L'association 2 millions de femmes battantes pour ados vise à soutenir les actions du développement du président de la République Alassane Ouattara. Ce mouvement œuvre également pour l'autonomisation des femmes. Et voyons à présent l'actualité au Sénégal, où l'opposant politique Ousmane Sonko était face à son accusatrice Adji Sarr au tribunal de Dakar. Cet ex-employé d'un salon de massage qui l'accuse de viol répété avec menace de mort. Cette première confrontation est une nouvelle étape dans cette affaire judiciaire qui avait provoqué des émeutes meurtrières en mars 2021. L'instruction est toujours en cours. Il pourrait demander à auditionner d'autres personnes citées dans ce dossier. Il n'est pas fermé dans aucun délai et reste maître de son instruction, soulignait un avocat de la partie civile. Et seulement à la fin de l'instruction, le juge aura deux options, soit de renvoyer l'affaire devant la chambre criminelle pour qu'un procès soit rendu ou rendre une ordonnance de non-lieu. Ce sera donc une nouvelle étape également dans cette affaire judiciaire. C'est ici qu'on s'arrête pour cette information, ce journal. Merci de nous avoir suivis et excellente fin de soirée sur RT1.